Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Aujourd'hui on fête un anniversaire très spécial, c'est les 1 an de la chaîne. Pour fêter ça, on va se faire une petite vidéo FAQ. Il y a quelques semaines, je vous avais demandé par mail de me poser vos questions. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre la mailing list et profiter du pack de bienvenue en cadeau, n'hésitez pas, plus d'infos avec le premier lien en description. Et du coup, vous avez été ultra nombreux à me poser toutes vos questions, donc on va y répondre tranquillement tout au long de cette vidéo. Juste avant, je tenais à faire un petit bilan, revenir sur les hauts, les bas et vous partager ce que j'ai appris tout au long de cette aventure. Alors asseyez-vous confortablement et embarquons ensemble pour un petit voyage à travers cette première année. Quand j'ai lancé la chaîne fin septembre 2023, honnêtement, je savais pas trop où ça allait m'amener. Je m'étais fixé un objectif simple, 100 abonnés en 3 mois, c'est-à-dire d'ici le mois de décembre. Ça me paraissait être un objectif raisonnable, mais c'était quand même pour moi un gros défi. Au début, donc c'était vraiment de la pure curiosité, un peu une façon de prendre la température, voir si ce que je proposais allait parler à des gens, allait parler à des artistes. Et puis en fait, tout est allé super vite. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais le compteur d'abonnés a commencé à monter en flèche, si bien que début décembre, j'étais pas à mon objectif des 100 abonnés, mais déjà 1000 abonnés sur Home Studio Start. Et ça, pour moi, c'était énorme. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que une fois qu'il y avait le cap des 1000 abonnés qui était atteint, les choses ont un peu changé. Je m'attendais à ce que ça continue un petit peu sur la même lancée, mais en fait, pas du tout. Après les 1000 premiers abonnés, je suis entré dans une sorte de période vraiment creuse. C'est comme si tout s'était arrêté. Donc de février à juin, je postais des vidéos, mais il y avait plus beaucoup de vues, il y avait plus beaucoup de commentaires, plus d'interactions, plus d'engagement. Bref, c'était un vrai désert. À ce moment-là, donc j'ai dû me remettre en question, mais je me suis accroché à une idée simple. Si une seule personne regarde ma vidéo et en retire quelque chose de positif, alors j'ai réussi. Même si je faisais une seule vue par vidéo, je me disais que quand même ça valait le coup. Bon, heureusement depuis juin, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne et aujourd'hui je peux constater une très belle évolution, donc vraiment un grand merci à vous. Ce qui a aussi été surprenant cette première année, c'est de voir quelles vidéos marchaient mieux que les autres. Là où je pensais que certains sujets allaient exploser, allaient faire beaucoup de vues, ça n'a pas du tout été le cas. Et inversement, les vidéos dont j'étais le moins fier, généralement c'est elles qui faisaient le plus de vues. Les vidéos avec le plus de vues, c'était sur les logiciels spécifiques comme GarageBand, comme Logic Pro. Donc des vidéos plus générales qui parlent à un plus large public. Et donc dès que je faisais des vidéos un peu plus pointues, un peu plus techniques, ça attirait un peu moins de monde. Donc ça m'a appris un petit peu à jongler entre ce qui me passionne et ce que l'audience recherche, ce que vous avez envie de regarder, et donc à trouver une sorte d'équilibre dans les vidéos que je propose. Et alors bien sûr, si vous avez la moindre idée de vidéo, si vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez surtout pas à partager tout ça en commentaire. Mais le truc vraiment intéressant, c'est que parfois je faisais des vidéos sur des sujets que je trouvais hyper basiques. Des fois j'hésitais même à poster la vidéo tellement le sujet me paraissait simple, et en fait ces vidéos elles ont aidé énormément de personnes. Comme quoi ce qui était évident pour moi ne l'était pas forcément pour tout le monde. Et ça m'a fait réaliser à quel point chacun a son propre parcours. Et d'ailleurs ça se voyait très bien dans les commentaires. Certains ont pu dire ouais ta vidéo elle est trop basique, alors que d'autres me remerciaient parce que ça les avait aidés. Donc ce contraste il est hyper important. Il m'a fait comprendre qu'il y a toujours un public pour chaque vidéo, et même pour les sujets qui peuvent sembler très simples au premier abord. Alors, je suis très content de cette première année, mais évidemment, c'était pas toujours facile. Les premiers mois, j'ai bien galéré, surtout avec le montage. Ça, c'était un peu mon pire cauchemar. Je passais facilement 30, 40 heures, voire plus sur une vidéo, et parfois, je recevais un petit commentaire, ta vidéo, elle est pas bien du tout, et donc ça balayait toutes les heures de travail en 2 secondes, et honnêtement, les 2-3 premiers mois, c'était pas trop facile de gérer ça. J'ai toujours répondu avec bienveillance quand la critique était constructive, mais j'avoue que c'était pas vraiment agréable de recevoir ce genre de commentaires. En même temps, comment ne pas être affecté quand tu mets autant de temps et d'énergie dans un projet, et qu'un seul commentaire débarque et te fait douter de tout. Mais avec le temps, j'ai appris à voir ces commentaires différemment. Et ce qui me paraissait à première vue comme des critiques négatives, c'était des opportunités d'amélioration. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est grâce à ces commentaires que la chaîne a pu évoluer, dans le bon sens. Enfin, je crois. Je pense qu'il faut surtout pas le prendre personnellement et qu'au contraire, c'est une chance de pouvoir s'améliorer. Donc depuis, j'applique la règle des 1%. C'est une règle qui s'applique à plein de domaines différents. Et d'ailleurs, je crois que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et cette règle, elle est très simple. À chaque nouvelle vidéo, je me dis qu'elle doit être 1% meilleure que la vidéo précédente. Que ce soit dans le montage, dans le contenu, dans ma façon de parler face caméra, peu importe, tant que c'est juste 1% meilleur par rapport à la vidéo d'avant. C'est une progression constante et au bout d'un an, quand je regarde en arrière, je suis plutôt fier du chemin que j'ai parcouru jusqu'ici et de l'évolution des vidéos. Et surtout, j'ai hâte d'être 1 an plus tard pour comparer encore. Si je devais retenir une chose dont je suis vraiment fier cette année, c'est d'avoir pu vous proposer du coaching. Grâce à la chaîne, j'ai rencontré tellement d'artistes passionnés qui avaient tous quelque chose à raconter, et c'est ça
qui motive chaque jour. Je découvre des projets incroyables, des styles différents, des histoires uniques. Vous avez tous des superbes idées et pouvoir vous aider à mettre tout ça en place, à réaliser vos projets, et bah pour moi, ça n'a pas de prix. C'est juste incroyable. Donc je suis vraiment très fier du coaching et très content et surpris par toutes ces belles rencontres. Et d'ailleurs, pas qu'en coaching, je vous ai aussi proposé des interviews sur la chaîne avec Denis, producteur en home studio, et Victoire, une artiste au parcours inspirant. Puis aussi tous les échanges avec vous dans les commentaires. Tout ça, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment enrichi. Encore une fois, je leur dis, mais j'ai eu la chance de discuter avec des gens incroyables, d'apprendre de leurs expériences, et tout ça, ça a vraiment donné un sens à cette aventure et à cette chaîne. On pense souvent que YouTube, c'est juste faire des vidéos dans son coin, mais je pense que c'est quand même un peu plus que ça. C'est une communauté, c'est un échange, c'est du partage. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus changé cette première année, personnellement et professionnellement. Ça fait 1 an que la chaîne existe. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'apportez, vraiment. Que ce soit à travers vos retours, vos encouragements, le soutien que vous me donnez, et oui, même vos critiques quand elles sont constructives. Tout ça, ça m'aide à faire évoluer la chaîne. Alors un grand merci à vous. Et sur ce, on passe tout de suite à vos questions. Alors, première question de PL Beats, quels sont tes visées projets pour ta chaîne pour la prochaine année? Alors déjà, un énorme merci à toi pour ton soutien depuis le tout début. Je crois bien que tu as commenté chaque vidéo depuis le début, donc c'est juste incroyable, merci beaucoup. Pour répondre à ta question, j'ai pas mal de projets en tête pour cette 2e année. Alors oui, c'est vrai que je vais probablement faire plus de vidéos sur GarageBand, parce que la plupart des élèves que je forme l'utilisent, et je sens qu'il y a une vraie demande pour ce logiciel. Je sais bien que toi, t'es pas sur GarageBand, t'es plutôt team PC, mais évidemment, je vais continuer à faire des formats plus universels qui s'appliquent à n'importe quel logiciel. Je pense pas encore me limiter à des vidéos exclusivement sur GarageBand. Niveau projet, j'aimerais aller encore beaucoup plus loin dans l'accompagnement des artistes. Le coaching a plutôt bien marché cette première année et je me dis que proposer des formations en e-learning, ça pourrait être la suite logique. J'ai aussi plein d'idées pour créer des événements ou des rencontres autour de la production musicale, histoire de mélanger passion et partage, un peu comme ce que je suis en train de faire avec le Discord privé de la chaîne. Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, merci encore pour ta force et ton soutien. Une question de Khalil maintenant, j'aimerais savoir quel casque choisir. Alors pour choisir un bon casque pour ton home studio, il faut d'abord bien faire la différence entre les 2 types de casques principaux, les casques fermés d'un côté, les casques ouverts de l'autre. Les casques fermés, ils sont parfaits pour l'enregistrement parce que ce sont eux qui vont vraiment isoler le son. Ça évite que ce que tu entends dans ton casque soit capté par le micro pendant que tu enregistres une voix ou un instrument, et le son va être plus enfermé, plus net, donc idéal pour plus de précision. Les casques ouverts, eux, ils vont laisser passer un peu plus d'air et donc ils vont laisser s'échapper un peu de son. Le gros avantage, c'est que du coup, le son sera plus naturel, plus neutre, et donc tu ressens beaucoup plus l'équilibre général de ton mix. Donc ouais, là c'est vraiment idéal pour le mixage, mais pas du tout pour l'enregistrement, parce que là oui, ton micro va capter ce qui sort de ton casque. Une marque super fiable et reconnue dans le milieu du home studio, c'est Beyerdynamic. En casque fermé, tu as le DT770 Pro, qui est très bon pour l'enregistrement, et le DT990 Pro en casque ouvert, excellent pour le mixage. Je te mets les liens en description si ça t'intéresse. Ok, une grosse question de Pat maintenant qui nous dit: salut, j'ai vu passer sur un tuto quelqu'un qui faisait au préalable un gain staging en normalisant seulement sur les pics, chaque piste individuellement au même niveau, sauf pour le kick et la voix lead à environ 6 dB au-dessus. J'ai testé et c'est surprenant comme la balance paraît presque cohérente, avec juste besoin de petits ajustements et la dynamique en reste même peu affectée. As-tu déjà entendu parler de ça? Merci pour ta réponse. Et déjà merci à toi Pat pour ta question. Alors non, j'avais jamais entendu parler de cette technique, mais pourquoi pas essayer ça dans une prochaine vidéo pour voir si oui ou non ça fonctionne. Après, pour être honnête, je me fie pas forcément aux chiffres quand je fais du gain staging, je préfère toujours me fier à mes oreilles et ce que j'entends. Après, c'est vrai que certaines techniques comme celle-ci sûrement peut donner des résultats intéressants. Normaliser les pics pour que chaque piste commence à -12, -18, ça peut effectivement t'aider à éviter les gros ajustements de niveau dès le début de ton mix. Mais bon, personnellement, je trouve que les chiffres, c'est un bon point de départ, mais absolument pas une fin en soi. Ce qui compte, à mon sens, c'est comment ça sonne dans le contexte global de ton mix. Je préfère toujours écouter et ajuster en fonction de ce que je ressens, plutôt que de m'appliquer à suivre une règle trop stricte. Mais bon, si cette méthode, elle fonctionne pour toi et elle te fait gagner du temps, bah alors, pourquoi pas. Tant qu'à l'arrivée, t'es fier de ton résultat, c'est que c'est bon. Noan nous demande quelles sont tes techniques pour créer tes mélodies, accords, batterie. Alors, je commence toujours par me mettre au piano, à chaque fois. J'essaie de trouver des accords qui m'inspirent, et puis souvent je chante par-dessus en mode yaourt. C'est-à-dire que je laisse juste mes idées de mélodie venir comme ça, sans forcément donner un sens, sans forcément donner des paroles à cette mélodie. Donc ça me permet d'explorer librement et sans contrainte. Surtout, très important, je m'enregistre en continu, même sans but, pour être sûr de rien oublier si un truc intéressant arrive. Combien d'idées j'ai perdu comme ça parce que je m'étais pas enregistré. Une fois que j'ai un truc qui me plaît, je commence à structurer un petit peu. Je l'enregistre avec une forme un petit peu plus définie et je réécoute. Et à
partir de là, je vois comment est-ce que je peux améliorer ce que j'ai. Parfois en revenant sur un accord, parfois en retravaillant un petit peu la mélodie, en gardant l'idée mais en changeant une ou deux notes pour que ça sonne mieux dans l'ensemble. Pour la batterie, souvent je vais poser une rythmique très basique au début, un kick, une snare, un boom tchak, et une fois que j'ai mes accords et ma mélodie en place, je retravaille ma partie batterie pour qu'elle s'adapte un peu plus à l'ensemble du morceau. Là je vais chercher à ce qu'elle soit plus cohérente avec la vibe que j'ai envie d'apporter au morceau. Sinon je sais pas sur quel logiciel tu es, mais des fois quand j'ai le syndrome de la page blanche, j'aime bien utiliser la piste drummer de Logic Pro. Bref, tout vient pas comme ça pour moi, il y a beaucoup de travail d'expérimentation et de choses qui ne sonnent pas bien avant d'arriver à un résultat qui me convienne. Et d'ailleurs pour toi et tous ceux qui passent par là, je suis curieux de savoir aussi vos techniques, comment vous faites vous pour composer vos morceaux. Je vous invite à partager tout ça dans les commentaires. Allez, question suivante de Steph Studio 030. Comment faire pour savoir si notre studio est bien traité au niveau de l'acoustique, car j'ai des panneaux mousse acoustique mais je ne sais pas comment vérifier. Merci. Alors déjà c'est tout à fait normal de se poser la question sur l'acoustique de sa pièce, de son studio, surtout quand on commence à installer des panneaux acoustiques en mousse. Ces panneaux là c'est souvent ce qu'on va utiliser en home studio, mais pourtant c'est loin d'être optimal. Moi aussi j'ai des panneaux en mousse, on peut le voir en arrière-plan, et même si ça aide un petit peu, c'est vraiment pas comparable à ce qu'on peut trouver dans les studios pro avec des gros panneaux bien épais. Là on va parler de vraie efficacité, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Je pense que je ferai une vidéo sur comment créer ses propres panneaux acoustiques cette année, même si je sais pas encore quand. Mais en attendant, si tu veux améliorer l'acoustique sans te ruiner, la meilleure solution pour moi ça reste de mixer au casque plutôt qu'aux enceintes. Malgré la mousse que j'ai dans le studio, je te garantis que quand je mixe au casque, j'ai de bien meilleurs résultats que quand je mixe avec mes enceintes. Ça va t'éviter d'être trop mal influencé par les réflexions de ta pièce, donc ça répond pas trop à ta question. Tu me demandes comment faire avec tes mousses, je te dis il faut utiliser un casque. Ce qui peut être intéressant avec tes mousses, c'est surtout pour l'enregistrement, où en fait tu vas pas chercher à avoir une acoustique parfaite pour ta pièce, parce que vraiment c'est pas les mousses qui vont faire une différence, mais vraiment pour l'enregistrement, où tu vas prendre un coin de ta pièce et tu vas coller toutes tes mousses dans ce coin pour vraiment limiter les échos, limiter la réverbération dans la prise de voix ou d'instrument. Voilà, tu peux aussi utiliser un bouclier de micro derrière le micro pour encore plus casser ces réflexions. Mais voilà, j'espère que je réponds quand même un petit peu à ta question. En tout cas, il y a toujours moyen de s'adapter. Venance qui nous dit: je veux savoir si l'ordre de la chaîne d'effets a un impact sur le mix, et si oui, est-ce qu'il y a une chaîne d'effets adaptable à toutes les voix? Alors oui, l'ordre des effets peut avoir un gros impact sur ton mix. Par exemple, si tu mets une compression avant un EQ, tu vas compresser des fréquences que tu n'as pas encore filtrées, et donc ça peut influencer sur le son final. Alors que si tu places l'EQ avant, tu vas d'abord nettoyer le son, puis ensuite compresser ce qui reste. Alors après, est-ce qu'il faut utiliser l'EQ ou la compression en premier? Là, je pense que ça dépend vraiment des mix et des projets. Ça peut être intéressant de parler de ça dans une prochaine vidéo. Mais oui, clairement, l'ordre va jouer un impact sur le son final, sur le mix final. Maintenant, à propos d'une chaîne d'effets universelle qui marcherait à toutes les voix, non, il n'y a pas de chaîne qui marcherait sur toutes les voix. Chaque voix a sa propre particularité, et la chaîne d'effets qui va marcher très bien sur un type de voix en particulier ne marchera pas du tout sur un autre type de voix. Par exemple, pour une voix grave, tu vas utiliser les EQ d'une certaine façon, la compression d'une certaine façon, alors que pour une voix aiguë, ce sera peut-être tout l'inverse. Et même si jamais on parle de la même voix, on pourrait tenter de créer une chaîne d'effets qu'on réutiliserait toujours pour cette même voix. Pourtant, selon la chanson, selon le rythme, selon l'ambiance, selon le micro que tu vas utiliser, et encore plein d'autres paramètres à prendre en compte, on aura toujours besoin d'adapter la chaîne d'effets. Si tu veux, pour faire simple, l'ordre des effets est important, mais c'est vraiment l'écoute et l'adaptation au cas par cas qui sont vraiment la clé à mon sens. Voilà, on va s'arrêter là. Désolé pour ceux que j'ai pas cités, je pense que ce format reviendra de temps en temps. Donc si vous voulez prochainement un nouvel épisode FAQ, j'ai vraiment besoin de vous en commentaire, je compte sur vous en commentaire. Encore merci à tous pour votre soutien, c'est vraiment incroyable, c'était une super première année. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.